What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec Vincent, nous allons jouer au jeu des questions-réponses. Vous avez été plusieurs dizaines à nous poser des questions sur Insta via nos stories. On n'a pas pu répondre à tout le monde, mais on va y répondre maintenant. Mais avant de commencer le quiz, remercions nos partenaires DG Airsoft, Night Optical Devices et Soutien Commando. Vous avez été des dizaines à me poser cette question. Où t'as acheté ton t-shirt? Tout simplement sur la boutique de Soutien Commando. L'argent récolté sert à envoyer des denrées alimentaires, des jouets pour les chiens et j'en passe, à nos militaires qui sont sur les OPEX en déplacement dans le monde entier. Donc les liens sont en description de vidéo. On vous remercie et on se dit à tout de suite pour répondre à vos questions. Alors sur le terrain, comment ça s'est passé? Ça reste quand même une épreuve assez éprouvante, hein, même si c'est un loisir. Vous devez subir la chaleur, la fatigue, ce qu'il y a autour, l'environnement. C'était assez bruyant parce qu'il y avait des groupes électrogènes un peu partout. Donc il y a constamment du bruit et surtout, il y avait énormément de poussière parce que notre camp était juste à côté de la route. Au début de l'OP, on avait prévu de le faire avec un petit jour off avant de commencer. On a su 10 jours avant, il y avait une grève des pilotes finlandais qui nous a repoussé le départ d'un jour. Donc on a commencé l'OP sur les coups de 18-19h, 18h le briefing, 19h le lancement de la partie recon, avec déjà un sacré cumul de fatigue. Comme a dit Vincent, on était déjà en déficit de sommeil et de repos. Étant l'organisateur de la réservation de l'Airbnb, j'avais pris au préalable de quoi se mettre bien. Et bah là, pas de bol, on est arrivé à plus de minuit sur le premier logement. Et bon, ça nous a mis un peu dans le jus. On arrive sur le terrain, sur les coups de midi, il faut s'enregistrer, on est en plein cagnard. Les inscriptions se passent plutôt bien, c'est fluide. Bon, par contre, derrière, il faut monter le camp, il faut chercher le camp et ça, c'est pas facile. La logistique et l'organisation des camps était un peu compliquée, surtout quand on arrive là et qu'on ne sait pas où on est. Ça reste un facteur assez stressant. Bref, on arrive à nos fins. On est déployé, on comprend, on a déjà un bon avant-goût de ce que va être la recon sur cette OP. Être déployé en embuscade, attendre, être force de patience et savoir frapper au bon moment avec moult force. Déjà le terrain très physique, une chaleur accablante. En parlant un petit peu avec les locaux, que jamais ils avaient eu cette température aussi caniculaire. Généralement, il fait entre 20 et 25 degrés. Là, on était à 33 degrés à certains moments, avec une certaine humidité très lourde. Les forêts engrangent beaucoup d'humidité et quand il fait chaud, ça s'évapore. Et là, on a des moustiques qui vont avec, on a cette fameuse chaleur humide qui est fortement désagréable et votre corps est ruisselant de transpiration du matin jusqu'au soir. Deuxième jour, première, mais je me réveille le premier, je réveille le camp avec un petit café. On est déployé sur le terrain, mais là aussi on se rend compte qu'on ne va pas avoir beaucoup d'affrontements. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à demander au chef de platoon s'il ne peut pas nous envoyer sur des missions un peu plus denses. On s'aperçoit au fur et à mesure de la journée qu'il y a un déséquilibre qui se forme entre les différentes actions. Clairement, l'équipe jaune, la NRG, roule sur tout le monde. On n'est pas à court de contact, mais on n'est pas loin de s'ennuyer très fortement sur le terrain. Un terrain qui est déjà physique, donc on marche beaucoup. Et quand vous avez un effort qui est considérable et qu'à la fin, vous n'avez pas la récompense, c'est très frustrant. Nos doutes se confirment lorsque les chefs de nos sections nous ont demandé de rester gentiment posés la nuit afin que les bleus puissent récupérer du terrain. Les nuits en Finlande sont très particulières parce qu'à 4 h du matin il fait jour, donc ça tape sur la tempe. C'est pour ça que le vendredi on se réveille assez tôt et on est déployé directement pour escorter un convoi. Et cette fameuse mission de protection de convoi est très impressionnante. On se dit ouais, ça va percuter. Et j'avais cette vision comme à Bergate le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour, le vendredi, quasiment la même configuration. Tout le monde se retrouve sur une route et on se la met. Là, on a été déçus. J'ai même envoyé Tanguy dans le convoi disant vas-y, tu vas filmer, ça va être la folie. Puis finalement, ça a fait l'effet d'un pétard mouillé. Les bleus n'étaient pas au rendez-vous, sans doute fatigués de leur nocturne de la veille. Et là, on a commencé à avoir une baisse de morale. Il dit putain, on a fait toute cette route pour rien. À la suite de ça, on est parti voir le commandement. On leur a dit on veut de l'action, quoi. On se fait chier. On essaie un peu plus poliment, mais
On a fait comprendre que les joueurs en face, ils sont pas là, qu'est-ce qui se passe? Et le commandement a avoué il y avait de grosses lacunes côté force bleue. Ils ont essayé de remédier à ce problème avec les moyens du bord. Les tensions commencent à grimper dans l'équipe. On veut tous tirer de la bille. L'organisation a organisé une rencontre et on s'est tous retrouvés ici, à la Power Plant. On a traversé la carte par une marche, pas commando, mais genre une marche assez soutenue. On s'est dirigé vers cette fameuse Power Station qui était un petit peu le centre névralgique, le centre vital de la carte. Donc il y avait le camp civil, le camp bleu, le camp rouge qui était aussi présent et il y avait nous. Donc on se les donnait pendant plusieurs heures, c'était super intéressant. Un combat d'anthologie où la Frog One notamment s'est révélée cruciale pour la prise du point sur place. Heureusement qu'il y a eu ce moment-là parce que sinon l'OP aurait été très vide. Et le dernier jour, le samedi, après une nuit assez courte, on est donc déployé sur cette ultime journée sur une mission d'escorte d'un véhicule. On doit s'assurer qu'il ne soit pas poursuivi et notre escouade s'est retrouvée sur le chemin qui ne sera pas emprunté par l'ennemi. On a cherché les mecs sur le terrain et on les a pas trouvés. On a fait plus de TK que de touches sur l'ennemi. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a fait du véhicule. Mais il y avait au final une petite frustration et on est resté un petit peu sur notre faim. Donc la fin d'OP se termine sur des captures de points qui restaient sur notre chemin pour entrer jusqu'au camp. Et le commandement et l'organisation générale l'a bien compris que le prochain événement, il fallait revoir un petit peu l'équilibrage parce qu'un événement pareil, c'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de contacts. Clairement, on nous avait vendu la reconnaissance comme unité de choc. Et au final, on a eu l'effet d'aller sur un point et de marcher et d'attendre. Comme dit un proverbe finlandais, on s'est grouillé d'attendre. Notre séjour se terminera sur un jour off pour profiter un petit peu de la Finlande. On a visité Helsinki. Le seul regret, c'est de ne pas avoir mis 2 aides à jacuzzi. À la suite de ces 4 jours, l'organisation nous a quand même félicité parce que avoir un groupe de Français dans une unité de reconnaissance comme ce qu'il y avait de prévu à la base, c'était pour eux un pari. Ils nous l'ont dit clairement. Ils étaient un peu méfiants. Les Finlandais sont pas très ouverts sur l'étranger et il faut vraiment faire ses preuves. Il faut fermer sa gueule, dire oui, on va là, on va là. On a proposé à des moments de rallier un point. On nous a dit oui, non. Donc c'est très cadré, c'est très militaire. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des jeunes, des hommes, sont réservistes. Donc les mecs sont entraînés, ils sont déjà calibrés, ils sont déjà matrixés dans ce mood-là. Donc pour eux, l'airsoft, c'est de la simulation militaire pure et dure. Ces actes de fair play, ces actes d'action, cet amalgame de choses ont fait que s'est fait un petit peu hyper parce que voilà, on a été au contact, on n'a pas bronché, on a été résilient, on a dit oui, on va là, on va là. On a proposé, on était force de proposition et c'est ce qui a plu et on n'a pas lâché. On n'a pas lâché même dans les moments les plus compliqués parce que quand vous n'avez pas d'action, vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes. Et les actions qu'on a menées, elles ont fait mouche à chaque fois. Au fur et à mesure, on nous a dit clairement, on a pris un pari et le pari a été réussi parce que faire venir des Français dans cette unité-là, c'est longuement questionné, est-ce qu'ils vont tenir le coup, ceci, cela, et puis au final, ouais, ça a marché plutôt bien. Ils nous ont remercié chaleureusement, ils nous ont fait comprendre que si on revient lors d'un prochain événement, on sera vraiment considéré comme une force spéciale. J'ai bien dit une force spéciale parce que la plupart des joueurs, je vous dis la plupart des joueurs sur le terrain sont véhiculés. Ils sont tous véhiculés. Nous, on est les seuls glandus quasiment à avoir marché non-stop. Certaines unités ont fait, je dirais, les 90% de l'OP en véhicule. Donc bon, ils ont bien vu que les Français tenaient le choc et qu'on était à la hauteur de notre réputation. Alors comment j'ai ressenti ces 3 jours de jeu? Alors j'ai découvert à la fois l'avion, la Finlande, la Recon. J'ai quand même été épaulé par les potes de la MSOC, par la Frog One, qui sont quand même sacrément chevronnés dans l'exercice. C'est sur des opérations comme ça qu'on se rend compte que se préparer un petit nid douillet avec le bivouac qu'on a fait, et puis manger des produits sympas, qu'on arrive à retrouver de l'énergie. Et c'est là qu'on peut saluer le travail des associations comme Soutien Commando, qui arrivent à rapporter un peu de confort au personnel de terrain. Le setup que j'avais utilisé, c'était quasiment le même que Beargate. À quelque chose près, c'était quasiment le même. Dans l'ensemble, il a très bien marché. Il a fonctionné comme je voulais.
j'ai pas eu d'affaire de retouche sur le terrain, c'était pile poil. Par contre, c'est vrai qu'avoir un porte-plaque et une tenue de camouflage par-dessus, ça tient très chaud. Et c'est bien la première fois de toute ma carrière d'airsofter que j'ai été trempé de la tête aux pieds. Ma tenue était trempée, même mon porte-plaque, les mousses à l'intérieur, j'ai jamais vu ça. Je suis vraiment content de moi parce que j'ai écouté les copains qui sont partis en Suède, qui m'avaient dit de partir léger. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc préparé un chest rig comme vous l'avez vu et ça m'a pas fait défaut. J'ai eu l'emport suffisant et puis la légèreté m'a permis de rester opérationnel le plus longtemps possible. Là, je suis bien content d'avoir prévu les choses essentielles en double, comme par exemple l'apport en eau, parce que je suis parti avec 2 camelbacks, je suis revenu qu'avec un seul, l'autre a cassé. Ma moustiquaire, elle aussi, a tenu le coup, elle m'a protégé des piqûres sur le visage, pas du reste. En axe d'amélioration pour un tel événement, dans les mêmes conditions, ça serait un setup chest rig ou brelage avec le plus important et vraiment très important, c'est le fait de pouvoir transporter 3 litres d'eau minimum parce que chaque sortie vous coûtera 3 litres d'eau, c'est-à-dire 6 litres d'eau minimum par jour. Donc il faut prévoir en conséquence, s'il n'y a pas cet emport, c'est sûr, c'est crampe assurée et ça peut être blessure. Concernant le setup vidéo, j'ai réussi à tenir 2 jours sans problème. C'est à partir du 3e jour où j'ai commencé à avoir un peu des galères. Si je peux donner un conseil, ce serait peut-être de partir avec une 2e caméra identique pour pouvoir avoir les mêmes batteries. Prenez le stock suffisant, batterie bank pour recharger. Concernant le stockage vidéo, pareil, vous prenez des SD pour pouvoir stocker et même sauvegarder ces SD sur un disque dur si vous en avez l'opportunité. Niveau réplique, elle a plutôt très bien marché, donc je vous garantis que prendre une réplique à 1,7 joules, ça change des puissances qu'on peut trouver en France. Et c'est plutôt agréable parce que, contrairement aux idées reçues, ça fait pas si mal que ça. Vous avez quand même une portée qui est assez conséquente, vous avez vraiment des vraies sensations et des vraies performances de tir. J'ai eu à la fin, j'ai fait le con, j'ai eu une micro casse parce que j'ai tiré en full avec ma Systema et bon, elle m'a dit clairement arrêtez de conneries et heureusement que ça sonnait la fin de l'OP parce que j'aurais été emmerdé. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai pas eu de casse, tout a bien fonctionné, les caméras, le matos, mes pieds, tout a fonctionné. Donc je suis plutôt satisfait de l'ensemble de ma configuration et de ma condition physique. Concernant la réplique, donc, elle a tenu le coup, hein. J'ai dû baisser la puissance en arrivant parce que je pensais que 2 joules ça passerait pour le rôle que je voulais, mais bon, finalement on a coupé le ressort, on est passé à 1 joule 7. Pour le peu qu'elle a été utilisée pour faire feu sur les adversaires, ça a fonctionné, donc je suis content, elle a survécu. Merci DG Airsoft de nous avoir fait parvenir cette réplique. C'est le moment de passer aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Au sein de notre escouade, la Casino 7, on avait donc un team leader, un médic, un radio, un soutien, grenadier, ingénieur et ops drone. J'étais TL, donc team leader. Déjà, un conseil, le meilleur conseil que je vous donne, c'est prendre des cours d'anglais si vous êtes une bille comme moi. Parce que là-bas, tout le monde parle d'anglais. Si vous avez un minimum de base d'anglais, renforcez-les parce que c'est la condition sine qua non. Sinon, vous n'allez rien piper, vous allez être perdu. Donc, parlez anglais, prenez des cours d'anglais, ça vous servira. Concernant les escouades, comme a dit Vincent, il y a bon nombre de rôles qui peuvent être distribués à l'intérieur de la squad. Nous, ce qui nous manquait, et franchement, avec le recul, on s'est dit putain, mais si on avait su, on l'aurait fait. On avait pris un lance-grenade. Clairement, je savais que lance-grenade, c'était obligatoire. Sauf qu'à l'aéroport, ils nous ont tellement fait peur avec tout ce qui ressemble à de la pyrotechnie, des grenades et compagnie. Ça nous a bloqué. On s'est dit, on va pas prendre le risque de flinguer notre voyage pour 4 taggins. On s'est dit dans notre tête, comme à Bergate, on va pouvoir en acheter sur place. Et sur place, le mec qui vendait les taggins nous a dit, pas de pyro, pas de ci, pas de ça. Donc on s'est dit, putain, merde, on a pris le matos, mais on va pas pouvoir l'utiliser. Donc déjà, grosse frustration. Par chance, j'ai même dit par chance, et les 2 derniers jours, Romaric, un membre de l'escouade, a trouvé 4 ou 5 taggins sur le terrain non utilisés. Donc on s'est fait plaisir en tirant un petit peu sur des sur n'importe quoi parce qu'il y avait même plus de véhicules ennemis. Donc on s'est un peu défoulé avec ce qu'on a trouvé. Donc oui, c'était une frustration et je vous invite, si vous faites un événement pareil, d'acheter vos billes, vos gaz, vos grenades directement sur l'événement, car les organisateurs
proposer cette option de faire livrer chez eux directement et de nous redonner le matériel une fois sur place. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. Après, c'est pas évident quand vous connaissez pas. Mais la prochaine fois, c'est sûr, on s'embête pas. On envoie tout ça directement à l'organisateur. Quels sont les véhicules que vous avez vus? Alors concernant les véhicules, l'orga a 75 véhicules à gérer et à disposition. Les joueurs amènent également leurs véhicules. Donc on peut rencontrer du vélo jusqu'au van en passant par la moto, quad, et des 4x4, des camions carrément. J'ai jamais vu autant de véhicules déployés sur une OP. La prolifération de véhicules de transport, c'est surprenant. On se dit, les mecs quand même, ils sont super investis. C'est une grosse organisation, il y a des points de ravitaillement de carburant. On marchait et arrivé de nulle part dans les bois, on voit 4 mecs avec leur vélo sortir d'un chemin. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ouais, il y avait des escouades à vélo. Il y avait des escouades de reconnaissance à vélo. Bon, c'est génial. Parce que eux au moins, bon, ils ont pédalé, comme dans les côtes, bon, ils étaient comme nous, ils descendaient, ils marchaient, mais c'est quand même surprenant. Par contre, ça apporte un gros point négatif. L'infanterie mécanisée pouvait transporter des troupes. Un camion, ça prend 30 personnes facilement. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, une voiture, un camion, une moto, un quad, se déplace plus vite que des hommes à pied. Et nous, des fois, on était envoyés sur des points à soi-disant protégés. Ok, très bien. Sauf que l'infanterie mécanisée arrivait avant nous, ce qui fait qu'on ne servait à rien. Et c'est le gros point négatif d'avoir autant de véhicules. Alors oui, c'est sûr, faire l'OP en véhicule, c'est beaucoup moins contraignant que faire l'OP à pied. Il y avait pas mal de systèmes anti-véhicules, des AT, anti-tank. Ça faisait ok, une immersion superbe. Par contre, nous, Force Recon, bah, on était un peu largués quoi. Ouais, on marche 5 bornes et au final, la mécanisée arrive et nous passe devant. Peut-être qu'on prendra nos vélos la prochaine fois. Alors vous n'avez pas eu de casse? Quel matos s'améliorer? Bon, dans l'ensemble ça va, on a juste une réplique qui est un peu tombée en panne. Il faut savoir que les conditions climatiques sont vraiment éprouvantes, que ce soit pour l'homme ou le matériel, mais nos répliques étaient préparées justement pour l'occasion et un simple coup de maintenance suffira à remettre tout ça sur pied. Est-ce que les combats de nuit ont été sympas? Est-ce que l'Orient a bien été rentabilisé? Les affrontements de nuit, ben, il n'y en a pas eu beaucoup. Honnêtement, il n'y en a pas eu beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, 23h, 4h, c'est la phase de nuit où vraiment il y a nuit totale. On en a fait une, c'était principalement de la patrouille et on s'est vraiment éclaté à faire cette randonnée avec nos JVN. Mais par contre, ce qui est vraiment utile là-bas, quand on est posté, c'est les thermiques. Avec ça, on est sûr qu'on ne va pas oublier un contact qui pourrait s'approcher. Mais sur ces phases-là, périodes-là, on n'était pas déployés. On a quand même demandé à être déployés sur le terrain. Ils ont décliné à chaque fois nos demandes. Et le vendredi soir, il y a un groupe de joueurs qui est venu nous voir. Est-ce que vous voulez faire une partie de nuit? Nanana. On s'était tapé 20 km dans la matinée et il fallait attendre 2 heures. Donc quand vous arrivez au camp, vous devez attendre 2 heures en mode off pour repartir après. Très compliqué psychologiquement. Et on s'était dit, ça se trouve que le samedi, il va y avoir une apothéose. Donc on a décliné un petit peu. Et le lendemain, la même personne qui est venue nous démarcher nous a dit, clairement, la partie a duré 1 heure. Il n'y avait personne en face. Et les seules personnes qui avaient des thermiques. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir vraiment plus d'amplificateurs de lumière et de vision thermique sur l'OP. Et finalement, le ratio d'utilisateurs était beaucoup plus bas que ce qu'on avait imaginé. J'ai plusieurs points de comparaison entre Beargate, Border War et Battle Group. Je dirais pour que l'événement soit parfait, il faudrait les moyens de Beargate et l'organisation de Battle Group. Pour 100 € de PAF, je dirais que c'est très correct. Bien sûr, il n'y a pas certaines commodités, je dirais, notamment des douches, comme il y avait à Beargate. Bon bref, c'est un point de détail. Mais sinon, on en a pour notre argent. Alors, avez-vous amené des grenades pyro et comment est-ce que ça s'est passé à l'aéroport? Pyro, munitions et compagnie, c'est prohibé dans les bagages. Alors, je sais qu'il y en a qui tentent, ça passe ou ça casse. On a quand même pris les lanceurs avec nous. Et on s'était dit qu'on allait en acheter sur place. Les seuls pyros qu'on a tirés, c'est des pyros, c'est des taguines qu'on avait retrouvés par terre, qui étaient encore intactes. Il faut s'enlever cette idée reçue. Sur le matériel, on va dire sensible. Parce que ce qui est sensible dans un pays ne l'est pas forcément dans l'autre. Et on l'a vu, très clairement. Thermique, ils s'en foutent. NVG, ils s'en foutent. Réplique, armes, ils s'en foutent. Par contre, les billes et les capsules de CO2 et le gaz, ça par contre, les munitions, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Achetez tout sur place. De tels événements,
il y a toujours une boutique, bon, peut-être qu'il vend un peu plus cher que d'habitude, mais il y a toujours un shop qui propose du consommable. Alors, est-ce que vous assurez vos répliques pour l'avion et si elles sont égarées, ça marche comment? Bon, ben, on a payé un bagage supplémentaire. C'est un service qui est proposé par la compagnie. On a considéré que nos répliques étaient bien protégées et bien escortées pendant le trajet. Il y a un travail à faire en amont, il faut prévenir l'aéroport, prévenir la compagnie et demander les modalités de transport. Pour tout ce qui est bagages, très clairement, je vous conseille de souscrire à une assurance. Une assurance habitation, voyez avec votre compagnie, mais prendre des photos du matos avant, mettez des AirTags dans vos bagages pour être sûr qu'ils soient dans l'avion. Et après, il n'y a pas de solution miracle, hein, il faut être vigilant, il faut être prudent. Concernant la location de logement, du transport, de la nourriture, il y a quelques points à savoir et à connaître. Pour tout ce qui est logement et transport, le plus compliqué, je le sais, c'est l'anticipation. Le moment idéal, c'est réserver le logement 4 mois à l'avance et la voiture, pareil, ne pas trop tarder parce que les locations en saison estivale, eh ben, ça part très vite. Donc prévoyez aussi avoir une carte bancaire qui soit internationale, comme ça vous pouvez facilement payer et la réserver. La nourriture, on a la chance d'avoir Decathlon avec des prix attractifs, un bon rapport qualité-prix. Plus vous anticipez, moins vous avez de chances d'avoir du stress, de louper votre avion, de faire des choses de dingue, de réagir un peu dans la panique et vous verrez que votre voyage en sera encore plus serein, plus calme. On arrive au terme de cette vidéo. Ce jeu de questions-réponses a été vraiment très intéressant et on conclura sur encore un remerciement pour nos partenaires DG Airsoft, Night Optical Devices et Soutien Commando. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.